Oui. Docteur Valérie, vous pouvez maintenant partager l'écran. Nous avons réglé les problèmes. Je pense qu'il est visible, n'est-ce pas? Oui, c'est visible. Ok, merci. Je vais le replacer encore de nouveau. Merci. Professeur, on peut démarrer, merci. Bon après-midi, chers tous. Euh, Toutes nos excuses pour le problème technique qui est survenu. Nous allons d'abord commencer par remercier le docteur Valérie pour sa disponibilité. La semaine passée, il a animé la même séance et aujourd'hui, il va continuer avec la même séance. Nous allons rappeler les règles. On ferme les micros, on ferme aussi nos caméras vidéo pour permettre le bon déroulement à cause des problèmes de connexion. Une fois que l'orateur aura terminé, on va passer la parole à tous les participants qui ont des apports ou qui ont des questions à poser. Ceci dit, nous allons passer la parole au docteur Valérie. Docteur Valérie, qui est une personne qu'on ne présente plus. Il est médecin de formation et il a une maîtrise en sciences. Il a fait un travail original en matière de tuberculose, dont les résultats nous ont été partagés la semaine passée et nous continuons encore cette semaine et nous allons lui passer la parole pour qu'il nous fasse l'économie de sa présentation. Docteur Valérie, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher professeur. Bon après-midi, bonjour à tout le monde. De nouveau, nous allons reparler de ce sujet, mais en essayant de faire une extension par rapport à ce qui n'a pas été dit. Mais un très vite rappel, un survol va être fait. Parce que aujourd'hui, nous reparlons de nouveau de la réaérosolisation et survie. Donc, la survie dans un environnement poussiéreux du Mycobacterium smegmatis, qui est un substitut du Mycobacterium tuberculosis. Alors là, nous nous posons la question de savoir quelles sont les perspectives pour la prévention et le contrôle des infections. Eh bien, très rapidement, le plan que nous avions eu la fois passée, qu'est-ce que la tuberculose? On ne va plus y revenir, on va aller très vite. Et comment elle se transmet? Au fond, quel était le problème? Nous allons vite sauter au problème pour aller parler de l'expérimentation qui a été faite et puis un peu une petite discussion encore une fois, aujourd'hui, mais qui ne sera pas longue. La fois passée, c'était interactif comme ça, mais la discussion, nous allons la mettre un peu plus après les résultats. Et alors, quelles seront les leçons donc à en tirer? Chacun d'entre nous devra tirer ces leçons-là. Et je crois que nous allons essayer de partager. Cela étant dit, nous avions déjà défini ce que c'est la tuberculose, comment est-ce qu'elle se transmettait. Et notre travail a essentiellement été celui-là, de pouvoir tenter de répondre aux questions suivantes. Je rappelle tout de suite que le Mycobacterium smegmatis, il est un substitut que nous avons utilisé ici dans l'expérimentation parce qu'il est un mycobacterium à croissance rapide. Il présente beaucoup de similarités avec le Mycobacterium tuberculosis. Et comme il n'est pas pathogène, nous ne pouvions pas l'utiliser dans notre expérimentation directe. Nous ne pouvions pas utiliser le Mycobacterium tuberculosis dans notre expérimentation directe si ça n'était que pour, à un niveau de laboratoire de biosécurité 3, et en ce
malades, on pouvait faire une expérimentation sur les animaux et on ne peut pas exposer des êtres humains, des collègues à des risques comme ça. Est-ce que nous avons utilisé le Mycobacterium smegmatis parce qu'il présentait moins de risques du point de vue éthique et déontologique? Nous sommes appelés à faire cela. Lorsque nous allons essayer d'étendre cette étude plus loin, nous allons peut-être probablement utiliser le Mycobacterium tuberculosis pour voir effectivement si le même degré de survie peut être là, noté, et si nous pouvons le aérosoliser. Alors, je disais que combien de temps est-ce que ce mycobacterium pouvait survivre dans un environnement poussiéreux dès le départ? Nous avons essayé de pouvoir faire cela en expérimentation. Mais est-ce qu'il peut être aérosolisé pour pouvoir essayer de répondre un tout petit peu à la question de savoir si le mycobacterium tuberculosis est tombé sur une surface? Et que nous avons de la surface, et nous avons de la poussière sur cette surface, parce qu'il s'est déposé et qu'il a des forces qui viennent pour soulever et remettre en l'air, en resuspension, ce mycobacterium tuberculosis. Ici, pensons tout de suite au mycobacterium smegmatis, qui a été son semblable qui a été utilisé, son substitut qui a été utilisé. Est-ce qu'il peut rester suspendu pendant un temps? Mais même s'il est suspendu, peut-il être inhalé et produire des maladies? À cette question, la toute dernière, nous ne pouvons pas répondre parce que nous n'avons pas fait une expérimentation pour aller regarder, par exemple, lorsque une souris a inhalé, un être humain a inhalé, être humain que nous ne pouvons pas les disséquer parce que c'est contre l'éthique, mais on va prendre des souris, on va prendre d'autres animaux qu'on peut aller à ce moment-là, expérimentation, et on peut à ce moment les sacrifier et regarder les différents organes pour voir peut-être à tel niveau, tel autre niveau, est-ce que nous pouvons avoir des ganglions qui ont réagi? On peut faire des prélèvements, faire des cultures et regarder si nous avons justement ce germe-là. Voyez-vous, c'est une belle perspective pour une recherche qui reste encore très ouverte pour un autre, éventuellement pour le doctorat. Donc, j'avais déjà expliqué le choix de cette bactérie. Alors, j'avais donné un peu la classification la fois passée des différents gouttelettes que nous avons et des poussières que nous avons selon leurs différentes tailles telles qu'elles sont données. Hein? Et nous avions des gouttelettes qui ont une taille qui va de 100 à 400 microns. Vous savez aussi que pour ceux-ci qui sont aussi lourds que ça, parce qu'ils sont gros, ici on nous parle un peu de leur vélocité. Rappelez-vous qu'ils sont lourds, hein? Ils vont tomber plus rapidement. Leur vitesse de chute, ouais, ou quand elles sont en train de se déposer, leur vitesse de décantation est une vitesse qui est plus grande que celle des petites particules qui ont une taille plus faible, comme la poussière ou comme les gouttelettes nucléaires. Rappelez-vous que la tuberculose se transmet par des gouttelettes nucléaires infectieuses. Et ça, c'est des choses que nous allons noter et c'est cet exercice que nous allons essayer de pouvoir utiliser ces caractéristiques. Nous avions déjà aussi expliqué la fois passée très rapidement en disant ceci que quand nous avons, regardons tous ensemble ici, sur ce diagramme, il nous est montré des particules d'une taille de 3 microns et ceux ou celles de 10 microns. Et elles sont suspendues, elles ont été suspendues, et on va regarder au fil du temps pour voir comment elles vont se déposer. Comme nous regardons les rondes qui sont plus lourdes vont être les premières à se déposer, elles sont plus nombreuses. Et quand elles se déposent les premières, les plus légères peuvent venir se déposer au-dessus d'elles. Regardons tout bas, entre 0 et 5, que nous avons un qui s'est déposé en canopée, donc il s'est déposé dessus. Et nous regardons finalement que les plus légers de 3 microns peuvent rester suspendus ou elles rester suspendues pendant longtemps. Elles vont se déposer progressivement. Elles peuvent se déplacer aussi à une distance plus grande. Cette gymnastique merveilleuse qu'elles font va nous permettre de pouvoir mettre en application ce que nous allons justement, nous allons essayer de mettre ces caractéristiques et toutes ces études faites antérieurement dans d'autres domaines dans ce que nous allons faire. J'aimerais bien rappeler que sur ce même diagramme, nous avions dit la fois passée que ici, les premières qui sont tombées en surface, il faudra beaucoup d'énergie pour pouvoir les déplacer parce qu'elles collent fortement en bas sur le plancher, alors que celles qui sont déposées en canopie, on n'aura pas besoin de beaucoup de force pour pouvoir les resuspendre. C'est très important. Les forces adhésives sont plus grandes ici en bas
que celles-là qui sont sur ceux qui sont en canopie et en canopée. Alors, j'allais tout de suite dire, et c'est ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand nous entrons dans une salle qui a été fermée pendant longtemps, et ici, nous allons tout de suite à la gymnastique de la PCI dans le nettoyage des surfaces. Il existe des salles d'hospitalisation qui étaient fermées pendant longtemps. On demande au personnel d'aller pour pouvoir le nettoyer. On voit le personnel qui entre. Déjà, le simple fait d'ouvrir la porte et qu'il y a un courant tout simplement d'air qui frappe, il y a des particules qui vont être balayées. Potentiellement, d'autres vont être suspendues ou possiblement. Mais également qu'il faille dire que cette personne, ce technicien de surface à qui on demande d'aller travailler à l'intérieur, nombreux vont pouvoir utiliser le balai à frange pour essayer de pouvoir nettoyer, pour pouvoir dégager la poussière, chose qui n'est plus autorisée, et nous allons voir les conséquences. Ici, on reste en suspens pour dire qu'il y aura une question autour de ça. Soyons prêts pour essayer de répondre techniquement parlant. Qu'est-ce que nous allons donner comme recommandation à celui-là? Il va nettoyer ses surfaces. Il y a des salles qui ont été abandonnées, qui veulent être réoccupées. Il y a des salles que nous nettoyons chaque jour. Comment est-ce que nous allons les nettoyer? C'est justement parmi les conséquences. Ici, je reviendrai sur cette diapositive à plusieurs reprises, chers collègues, parce que ici, quand nous regardons très bien, on nous donne les différentes particules avec leur taille en nous montrant comment est-ce que les plus grosses vont pouvoir être retenues au niveau de la cavité nasale. Rappelez-vous que là, nous avons même la muqueuse ciliée que nous avons et nous descendons au niveau du pharynx. Vous voyez les tailles. Ici, nous avons 7 microns. Ici, c'est 4,7 à 7 microns. Et là-bas, à l'étage 3, ici, nous sommes déjà au niveau ici de la trachée et de la branche primaire, la toute première, que nous avons les primaires là. Et puis, nous voyons que c'est des particules plus petites, alors que les plus petites, les plus fines vont descendre pour aller jusqu'au niveau des alvéoles. Celle-ci va nous revenir à plusieurs reprises parce qu'il y a une machine qu'on a fabriquée, la machine d'échantillonnage d'air il y en a plusieurs, hein. Celle de Anderson a justement plusieurs paliers sur lesquels nous allons déposer avec des trous qui sont percés avec des tailles tout à fait différentes parce que rappelez-vous que ici, il y a celles-là qui sont des tailles plus petites qui vont traverser tous les étages, de l'étage numéro 1 jusqu'à l'étage numéro 6 par leur vélocité ou par la force parce que nous tirons, nous aspirons et à ce moment-là, ils vont être aspirés à l'intérieur et à l'intérieur pour aller se déposer sur les boîtes de pétri qui se trouvent sur les différents étages de la machine d'échantillonnage d'air d'Anderson. Donc, vous allez vous rendre compte que les particules qui vont se déposer les premières ici, la majorité va être celle-là qui a des très grandes tailles, puis taille suivante, ainsi de suite, et les plus petites, les plus fines vont se déposer à l'étage numéro 6 sur les boîtes de pétri qui sont déposées à ce niveau. Je reviendrai sur celle-ci à plusieurs reprises dans la présentation des résultats. Parce que rappelez-vous que ici, pour la tuberculose, parce que nous savons que c'est des particules qui sont tout à fait petites, et on dit que pour cela, c'est inférieur à 5 microns. Et rappelez-vous à ce moment que quand nous descendons, celles qui ont jusqu'à 0,5 microns peuvent encore aller ici dedans, se déposer à ce niveau-là, au niveau des alvéoles. Ils peuvent à ce moment-là, ceux qui ont des germes vont pouvoir provoquer des lésions à ce niveau-là si la défense n'est pas bonne. Alors, allons tout de suite. J'espère que je me fais comprendre, ce n'est pas trop rapide. Professeur, j'aimerais bien me rassurer que je ne suis pas trop rapide. Quels sont les commentaires par rapport à ce rappel, parce qu'on en avait parlé la fois passée? Ben, on peut continuer la discussion. S'il y a des points qui ne sont pas compris, ils seront certainement reposés pendant le débat. Merci. Merci beaucoup. Alors, professeur et chers collègues en ligne, j'aimerais bien dire ceci, que nous avons mis un peu ce tableau comparatif pour que nous puissions essayer de mettre, vous voyez, un échantillonnage actif, celui qui utilise la force pour aspirer, un échantillonnage passif qui dépose des boîtes de pétri sur une surface et on va attendre que ça puisse tomber, les particules vont pouvoir chuter d'elles-mêmes tomber. On a fait quand même une petite comparaison par rapport à cela. Ici, par rapport aux forces de ceci, pour ce qui est de l'échantillonnage d'air activement, on dit que, quand on veut faire un travail qualitatif et un travail quantitatif, on peut faire les deux.
Et nous allons voir tout de suite que ici, c'est assez intéressant, c'est que la plupart des directives officielles qu'on utilise pour essayer de donner des références, qu'on a fait une étude, vont utiliser l'échantillonnage actif et pas l'échantillonnage passif. Parce que regardez, on va pouvoir aspirer, on sait calibrer, on sait très bien qu'on a mis autant de particules à l'intérieur, et on peut aspirer. En ce moment-là, ça va aller, on peut compter les choses plus facilement. Mais tout de suite, ici, dans les situations de faible concentration, à supposer qu'en l'air, dans une salle, on a une faible concentration et qu'on dépose par terre, la distribution des particules suspendues n'est pas égale et n'est pas équitablement faite. Ce n'est pas suivant la loi standard que nous avons sous la cloche. La majorité sont concentrées vers le médian, ici vers donc, la moyenne, et l'écart type est le même. Et ces choses, c'est très important. En ce moment, la distribution n'étant pas équitable, si nous forçons par une technique d'aspiration, hein, à ce moment-là, par la force, on peut aller attraper ce qui est en faible quantité. C'est ce qui est dit ici. Et la période d'échantillonnage va être plus courte. Et ici, c'est plus spécifique. Et la reproducibilité, si nous mettons les conditions dans lesquelles moi j'ai travaillé, qu'on demande par exemple à Soumani d'aller faire aussi le même travail, ou bien à Mouindo d'aller faire le même travail, eh bien, il pourrait aller reproduire cela. Tandis que du côté passif ici, j'insiste sur ceci parce que ça va beaucoup nous aider dans l'avenir. Pour l'autre côté, eh ben, pour l'échantillonnage qui est passif, par décantation, ça tombe de soi-même. Par chute, ça va pouvoir rencontrer hasardeusement la boîte de pétri. Ici, c'est moins coûteux, c'est simple, non agressif par rapport au micro, parce que rappelez-vous, de l'autre côté, on utilise une pression qui va aspirer et ça va impacter. Parce que les particules de microbes, ou les microbes plutôt qui viennent, vont pouvoir impacter sur je demande si de l'imagination, je n'ai pas pu mettre un schéma qui vous montrerait, mais dans une boîte de pétri, il y a le milieu de culture. Vous aspirez à force, vous tapez donc, vous cognez ce microbe sur la surface du milieu de culture. Cela peut entraîner la destruction, cela peut faire que la viabilité puisse être affectée. Mais ça, c'est dans l'actif. Mais dans le passif, ça vient se déposer de soi-même comme ça. On peut faire partout. Il faut rappeler que quand on a ouvert en une fois comme ça et qu'on a laissé prolonger, eh bien, les contaminants peuvent être nombreux. Et puis, de nombreux échantillons peuvent être prélevés à différents endroits en même temps. Je peux poser ça à l'entrée de la salle, au coin droit, au coin gauche, au milieu et tout ça. Mais alors que pour la machine de Henderson, par exemple, pour l'échantillonneur que nous utilisons, la machine d'échantillonnage, eh bien, on ne peut pas faire à tout moment, à tous les endroits au même moment. Et ici, le flux d'air n'est pas perturbé. Et on peut aussi essayer de pouvoir reproduire des conditions réelles de notre milieu. Quand je dis réel, ça veut dire que c'est quand nous sommes assis dans la salle comme ça. Il n'y a pas une histoire qui va pouvoir aspirer de l'air avec brutalité et l'entraîner au niveau de nos poumons. Mais la réalité, c'est que nous allons, de façon passive, ça va pouvoir se déposer et nous aspirons ça normalement. C'est ce que ça veut dire ici, on peut reproduire les conditions réelles de la vie courante. J'ai donné un peu ceci parce qu'il y a un peu de gymnastique que nous pouvons avoir pour essayer de faire aussi les mêmes études et pour des raisons données. Mais il y a quand même aussi des faiblesses qu'il faudra mentionner. Alors, pour ce qui est de l'échantillonnage d'air du point de vue actif, je disais qu'il était laborieux et cher. Il est agressif par rapport aux microbes, je l'ai expliqué. Un certain nombre de microbes vont être donc désactivés ou inactivés par leur impact sur le milieu de culture. L'appareil est difficile à stériliser. Je peux vous dire ce que je faisais, c'est que j'étais obligé de pouvoir nettoyer à l'eau savonneuse et utiliser finalement l'alcool dénaturé pour pouvoir, à 60%, le minimum qui pouvait être là, pour pouvoir essayer de désinfecter en ce moment-là ceux qui peuvent être résistants à tous ces moyens de décontamination et désinfection vont pouvoir contaminer aussi notre milieu. Et les micro-organismes qui sont retombés hors du champ ne peuvent pas non plus être évalués. Et puis l'échantillonneur doit être fréquemment calibré et l'échappement d'air doit être retiré. Je vais expliquer. Sur cette machine-là, il y a un tuyau quand nous aspirons. Ça vient avec une force, ça va passer et il y aura un tuyau d'échappement qui permet à ce que nous puissions avoir
le flux d'air qui ressorte par un tuyau d'échappement. C'est là qu'on dit que là-bas, ici, l'échappement d'air doit être retiré. Et le flux d'air est perturbé. Rappelez-vous que nous faisons par force, nous attirons. Donc, le mouvement d'air, le tourbillonnage qu'il va avoir aussi à l'intérieur, ou bien le tourbillonnage d'air, du fait de la pression, va pouvoir quand même changer de situation. C'est quand même des aspects négatifs ou des points de faiblesse, j'allais dire. Alors que quand nous prenons notre échantillonnage passif, lui, il sera beaucoup plus qualitatif, difficile de pouvoir compter parce que quand nous aspirons de l'air, par exemple, à telle fréquence, nous savons que c'est un volume qui est aspiré. Le nombre de germes qui ont été, par exemple, retirés à l'intérieur, le nombre de particules retirées de là, peut être calculé en fonction du volume. Mais ici, cela n'est pas possible. Alors, on peut aussi arriver à manquer de microbes, je vous l'ai déjà dit. La déposition sur la surface se fait de façon hasardeuse comme ça. Et ce ne sont pas les mêmes germes qui vont tomber au même endroit. D'autres peuvent même échapper. Eh bien, ce n'est pas toujours accepté par les officiels quand nous faisons les lignes directrices pour essayer de pouvoir normer un certain nombre de choses. Je me suis un peu apaisanti sur cette gymnastique théorique qui permettrait à ce que même quand nous allons répéter les mêmes choses, hein, ça peut nous intéresser à pouvoir un peu faire cette gymnastique. Rappelez-vous que la fois passée, la présentation a été faite sans le cuivre. Je vous ai dit que nous allons faire une étude comparative où nous allons travailler sur le plexiglas, qui est une sorte de plastique dur et qui est transparente comme de la vitre. On l'utilise même en remplacement de vitre. Et nous avons aussi une surface qui a du cuivre. Alors ici, pour parler un peu du cuivre, quelques généralités, c'est que le cuivre va pouvoir, on nous montre dans A, B, C et D, cela est expliqué. Eh bien, le cuivre, hein, ce qu'il va faire, c'est que il va pouvoir dissoudre la surface. Sur la surface du cuivre, on va pouvoir dissoudre la membrane des cellules. Et au point d'eau, quand la membrane des cellules a été rompue à cause du cuivre, rappelez-vous que le cuivre a des cations et cette déstabilisation dans ce milieu-là va pouvoir déséquilibrer la membrane bactérienne. Et en ce moment-là, il y a d'autres phénomènes qui vont faire qu'on va perdre des substances qui sont à l'intérieur, mais perdre aussi la membrane. Alors, les ions de cuivre vont pouvoir aussi entrer à l'intérieur et endommager aussi la structure cellulaire, c'est ce qu'on appelle dans le C. Et l'ADN génomique ou même plasmidique devient dégradé. Donc, le cuivre, d'ailleurs, la plaque que nous avons utilisée était de 60% constituée de cuivre. Le cuivre en alliage, tout à fait pur, peut-être, mais pur, ça coûte cher. En alliage, déjà même comme nous l'avions fait à 60%, peut permettre de pouvoir réduire la quantité de germes qui se trouveraient dans un environnement donné par contact. J'ai voulu introduire ceci pour que nous puissions comprendre ce qui viendra après. Cela étant dit, je rappelle très rapidement la méthodologie que nous avons faite. Nous avions d'abord fait une étude pilote. Là, nous avons essayé de voir si nous pouvions aérosoliser le mycobacterium, on le pulvérise grâce à la machine une machine comme celle que nous avons utilisée lors de COVID-19 pour essayer de pouvoir donner de l'oxygène aux patients. Ces concentrateurs d'oxygène utilisés, nous l'avons utilisé en ce moment-là pour pouvoir pulvériser en particules plus fines en nuages, justement, ces germes. Et nous avons en ce moment-là pris de la poussière, vous allez voir les résultats de la poussière, nous l'avons pris dans le plafond, stérilisé. Bon, avant stérilisation, on va envoyer d'abord ça en granulométrie. On est allé calculer la taille des particules et aussi la composition de cette poussière-là pour voir s'il n'y avait pas des métaux qui pouvaient influencer quelque peu les résultats. Voyez-vous, il peut y avoir des facteurs confondants. Donc, je disais, la première expérience a été pilote, puis nous avions pris finalement une expérience qui a été faite sur plexiglas et une seconde qui a été faite sur le cuivre, la surface de cuivre, dans une enceinte donnée où elle a été mise sur la surface, le plancher. Mais en ce moment-là, nous avons pulvérisé. Nous avons d'abord mis 125 mg de poussière qui ont été étalés dans cette chambre où nous avons aérosolisé ou nébulisé 20 ml de solution contenant 10 à la puissance 6 des unités formant
aux colonies par millilitre de Mycobacterium smegmatis. Ici, c'est au spectromètre que nous avons eu à calculer cette densité-là parce qu'il existe des normes. À ce moment-là, l'échantillonneur Anderson à 6 étages a été utilisé avec des boîtes de pétri dans lesquelles se trouvait le milieu de culture pour pouvoir échantillonner. Et nous avons procédé une première fois à la nébulisation à l'intérieur donc de Mycobacterium smegmatis. Nous avons laissé décanter, se déposer. Puis, à l'aide, nous l'avions dit, de deux ventilateurs qui ont tourné pendant 10 minutes, nous avons soulevé la poussière et puis nous avons, en ce moment-là, fait des prélèvements. L'incubation a été faite à 37 degrés et je disais ici la durée de 3 à 10 jours pour pouvoir voir si nous allons avoir de repousse. Et l'estimation a été basée sur le nombre de colonies viables qui ont été donc trouvées dans ce que nous avons eu comme culture. Cela étant, voici l'enceinte dans laquelle nous avions travaillé. Ici, vous voyez cette enceinte en plexiglas. Ici, il y a une entrée. Professeur, je voulais me rassurer, est-ce que mon pointeur est visible? Je peux dire ici, alors que je me pointe à moi-même, alors que les autres ne les voient pas. Il est visible. Oui, donc là-bas, j'avais déjà dit la fois passée, c'est par ici que nous introduisons le matériel que nous retirions. Pour éviter de contaminer, nous avions mis ici un gant en caoutchouc qui nous permet de manipuler les choses de l'intérieur. Et ici, la poussière se trouve sur la plaque de cuivre. Et avant, cette plaque de cuivre a été donc mise ici avant de pouvoir mettre la poussière dans la deuxième expérience. Et comme vous avez vu, je vous avais dit la fois passée que nous avons procédé à la nébulisation. C'est par-dessus ici. Nous avons eu à nébuliser par ici la vapeur, le nuage de Mycobacterium est resté dedans, suspendu, mais en train de pouvoir se décanter progressivement pour retomber dans la poussière. Et nous avons eu donc à utiliser quelques ventilateurs pour pouvoir à ce moment remonter la poussière. Mais c'est par le dessus ici, par là, par ici, que nous avons eu à aspirer ce qui est au-dessus. Donc, ça veut dire ce qui est resté suspendu, pas ce qui est en bas ici. Et nous avons amené ça par ces tuyaux vers la machine d'Anderson où nous avions placé les boîtes de pétri sur les différents étages. Chers collègues, je rentre sur ceci que je vous avais dit. Rappelons-nous toujours, cavité nasale, 2 pharynx, 3 trachées. J'aurais aimé que 3 personnes puissent retenir entre nous ici. Je vais demander, permettez-moi de voir les participants, il faut que je puisse arrêter. Permettez-moi, je ne vais pas arrêter le partage, mais j'aimerais qu'un volontaire puisse prendre un et qu'il retienne que c'est cavité nasale. Je poserai la question stage ou c'est encore comment? Niveau 1, cavité nasale. Quand je vais dire niveau 2, celui qui a pris niveau 2 va pouvoir nous dire pharynx. Quand je vais dire niveau 3, celui qui a pris niveau 3 va pouvoir dire trachée et la branche primaire. Et puis, quand je vais dire 4, ce sera branche secondaire. Quand je vais dire 5, ce sera à ce moment-là les bronchioles terminales. Et puis, 6, alvéoles. Professeur, cette gymnastique va m'éviter de rentrer tout le temps ici parce qu'il y a quelqu'un, quand je vais dire 6, quand je vais dire 2, quelqu'un va pouvoir répondre. Mais j'aurais aimé partager cela pour être sûr et ne pas rester où. Même les gens peuvent ouvrir le micro et automatiquement dire, je reprends. J'avais dit que je rentrerai sur ceci pour que nous puissions comprendre, chaque fois que je présenterai les résultats, que nous avons eu à aérosoliser, nous avons eu à resuspendre justement la poussière. Cette poussière que nous avons recueillie, s'il y a eu de repousse, c'est parce que à ce stage ou à cette étape ou à ce niveau 6, il y a eu des germes. Ça veut dire que dans la vie courante, au niveau 6 qui est les alvéoles, ces germes peuvent aller jusqu'au niveau 6. Et à ce niveau-là, ils peuvent encore demeurer viables. S'ils ont été réaérosolisés, s'ils ont été resuspendus, nous pouvons les aspirer. Nous avons la chance qu'ils puissent aller se déposer au niveau 6. Et quand je dis 6, nous savons que c'est alvéole. Je dis 5, nous savons que c'est les bronchioles terminales. Quand nous allons que c'est le niveau 4, ce sont les bronches secondaires. Le niveau 3, ce sont les bronches primaires et la trachée. Le niveau 1, c'est au niveau de la cavité nasale. Et le niveau 2, c'est celui du pharynx. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre à ces professeurs.
parce que ça sera cette session interactive et les amis, vous allez voir les résultats. Ils sont assez intéressants, ils vont pouvoir nous parler de ces réalités. Alors, permettez-moi d'aller vite maintenant, on a parlé de la méthodologie. Je vais passer aux résultats. Alors, la poussière ici qui a été amenée dans un laboratoire de l'université de Stellenbosch nous est revenue, elle a trouvé quand même la composition de cette poussière. Il y avait 2 échantillons qui avaient été prélevés dans le toit, sur le plafond, donc à l'intérieur du plafond, nous avons ramassé et nous avons amené là-bas, nous avons tamisé pour retenir ce qui était comme grosse saleté. Et voici les particules qui nous ont, ce qui nous est revenu. Pour l'échantillon numéro 1, rappelez-vous, ici, il y avait du sodium là-dedans, il y avait du magnésium, il y avait de l'aluminium, il y avait la silice ou le silicium, le soufre, le chlore, le potassium, le calcium, le fer, le cuivre. Et regardez même le cuivre que nous avons utilisé là, les pourcentages ont été donnés ici. Regardez, c'est assez infime quand on prend le poids qui a été donc utilisé ici. Hein, nous pouvons donc regarder le pourcentage de cuivre n'était que de 0,87%. Quelle influence, mais très minime par rapport quand nous parlons à 60%. Nous avons voulu mettre ça en exergue. Et au niveau de l'échantillon numéro 2, vous voyez bien la composition qui est là. Mettre en exergue le cuivre, nous l'avions à 1,23%, ce qui est assez minime par rapport à ce que nous avons une composition de 60%. Alors, nous avons eu donc différentes variétés de graines qu'on a trouvées là-dedans, hein, en dehors des métaux ou des autres composés chimiques qui se trouvent là-bas. Il y a eu des feldspathes, la biotite, il y avait le calcite, il y avait les sphères et vous avez la storlite. Donc, ça, c'est d'autres éléments qui ont été retrouvés là-dedans, dans la poussière. J'aimerais dire que dans notre expérience, j'aimerais faire comprendre le petit tableau qui est en bas. Lorsque nous avions fait notre étude pilote, nous avions pulvérisé, nous avons laissé reposer. Au début, nous étions en train de prélever 1 heure après, bon, 30 minutes après, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, 4 heures après, dans l'étude pilote. Et puis, nous avons vite compris que les quantités qu'on avait lorsqu'on les mettait sur les plaques, c'était très abondant. Les repousses qui étaient sur les plaques étaient très abondantes que le comptage devenait difficile. Nous sommes décidés de pouvoir, à ce moment-là, prélever toutes les 24 heures. J'espère que je me fais comprendre. Donc, c'est comme ça que nous avons pu faire toutes les 24 heures. Mais alors, qu'est-ce que nous faisions? Notre prélèvement, nous tournions cette machine ici pour prélever pendant 2 minutes, alors que les ventilateurs qui étaient utilisés pendant 10 minutes pour soulever la poussière et nous aspirions pendant 2 minutes. Pourquoi nous sommes arrivés à ces résultats? Parce que quand vous aspirez plus longtemps, le nombre de colonies qui se trouvent sur la boîte de pétri devient encombrant et c'est très encombrant, difficile à compter. C'est ainsi que nous avons déterminé ce temps. Plutôt que de pouvoir, les 10 minutes, eux, nous les avions pris au début, c'était 5. Et quand on tourne pendant longtemps, la poussière va rester pendant longtemps. Hein, ça ne nous faisait pas beaucoup, ça ne me mettait pas beaucoup à l'aise. C'est ainsi que nous avions réduit à 10 minutes. Qui ont été choisis comme ça, fixés très aléatoirement, nous devons le dire. Mais les 2 minutes, nous avons réduit par rapport à ce que nous avions comme temps que nous avions mis. Quand on met pendant 5 minutes, c'était vraiment très abondant sur le sur le milieu de culture en boîte à pétri. Alors, permettez que nous continuions. J'avais déjà fait voir un tout petit peu ceci séparément la fois passée, mais j'essaie de mettre les deux ensemble. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis les deux ensemble. Alors, ici, nous avons fait l'échantillonnage sur plexiglas. Nous avons utilisé les moyennes. Rappelez-vous, ce sont les logarithmes décimaux des moyennes que nous avons utilisés. Alors, j'aimerais poser la question. A5, retenez ça que A5 et A6, c'est les stages, les niveaux. Vous pouvez bien me rappeler, A5 représentait quoi? A5 représentait quoi? Involontaire, s'il vous plaît. Professeur, je n'ai pas la visibilité sur les questions, sur les noms et les réponses qui sont postées. Vous pouvez m'aider. Le niveau 5 représentait quoi? Ça représentait les branches.
Mais lesquels? A5. C'est Terminal. branche Terminal. terminale. Terminal. Terminal. Ok. Donc, professeur, vous me permettez, sinon ça va me faire traîner. Permettez-moi que je puisse nommer les gens pour qu'ils puissent prendre. Je vais diminuer la page. Arrêtez. Chers collègues, s'il vous plaît, ça va nous faire gagner. Moi, ça me permettrait de pouvoir gagner dans la présentation. Je vais retourner ceci. Est-ce que vous avez la présentation avec vous? OK. Je rentre ici, s'il vous plaît. 5. Branche terminale. C'est qui a pris branche terminale? Celui qui a répondu? Soleil. Oui, oui. Collègue Soleil, vous prenez branche terminale. Nanou, Yvan, Mebara, vous prenez 6. Et 6, comme je vous ai dit, ce sont les alvéoles. Mathias, okay. Mathias, vous prenez 4. Ce sont les bronchies. Oui. Ce sont les branches, quoi. Ce sont les branches. C'est broncaille, j'ai dit bronchite, broncaille. C'est les branches. Alors, Nicolas Chibang-Loamuela, vous prenez 3, s'il vous plaît. C'est la trachée et les branches primaires. Je ne sais pas, Paul Yao, vous pouvez prendre 2, qui est le pharynx. 3, trachée, branche primaire. Et je vais aller finalement à 1. C'est resté 1. Cavité nasale. C'est qui va prendre? Cavité nasale. C'est qui a pris? Trachée et branche primaire. Nana, cavité nasale. OK. C'est à vous, cavité nasale. Retenez ça parce que vous allez nous aider et nous allons essayer de pouvoir courir vite par rapport à ça. Merci beaucoup. Plutôt que de rentrer chaque fois sur ceci et le répéter à plusieurs reprises. Je suis très heureux que vous ayez pris ces parties. Alors, ici, dans les premiers résultats que nous avons essayé, c'est sur plexiglas, rappelez-vous, et nous travaillons ici de façon active. Donc, nous utilisons l'échantillonneur de Anderson. Donc, c'est un prélèvement actif, un échantillonnage actif où nous utilisons la force, nous forçons. Donc, nous avons combiné ici A5 et A6. A5, c'est encore quoi? A5, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Branche terminale. A6, c'est encore quoi? Alvéole. Donc, on voit tout de suite que nous pouvons avoir des germes dans cette condition qui peuvent aller se déposer parce que nous avons eu cette viabilité que nous regardons ici, qui existe déjà dès le premier jour et qui va continuer un peu jusqu'au 19e, presque 20e jour. Parce qu'au-delà de 20 jours, on ne pouvait pas voir. Voilà les premiers résultats que nous avons eus. Ça, c'est le traitement sans cuivre. Mais regardez que la concentration de ce que nous sommes en train de recueillir par la machine de Anderson tombe brusquement. Elle est en train plutôt de tomber progressivement, j'allais dire, mais on peut dire brusquement, jusqu'à essayer d'atteindre un zéro, un niveau où le comptage ne pouvait pas être fait aussi facilement que ça. Donc, autour du 3e jour, déjà, nous avons cette quantité-là qui diminue. Mais nous allons la voir comparativement au milieu où nous avons le cuivre. Alors, nous avons essayé de pouvoir mettre le tout ensemble pour ce qui est de A1, A2, A3, A4. Rappelez-vous que ceci, c'est ce qui se présente au-dessus. A1 étant les cavités nasales, A2 étant la trachée, n'est-ce pas? A3, c'est encore quoi? A3, c'est la trachée et branche primaire. Branche primaire. Et puis A4, c'est quoi? Branche terminale. Branche secondaire. Branche secondaire, pas terminale, secondaire. 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 Donc, les particules peuvent aller se déposer au niveau des poumons à ce niveau-là, parce que nous les avons identifiés au niveau de la machine de Anderson, au niveau qui leur correspond.
chers collègues, c'est très beau. C'est très beau. Quand on voit ça, on peut se faire une idée qu'on peut pousser cette recherche plus loin pour d'autres maladies en utilisant la machine de Anderson ou toute autre machine. Il existe plusieurs échantillonneurs qui peuvent être utilisés. Donc, nous avons essayé de pouvoir les combiner selon les jours. Et nous regardons comment est-ce qu'ils partent du premier jour. Voyez-vous la concentration. Nous ne partons pas avec elle du point zéro de rencontre ici. Non, parce que nous savons bien que ça a commencé quelque part là. Nous avons nébulisé et au lendemain, nous avons commencé les prélèvements au jour 1. Donc, nous avons laissé un vide ici tout en ne commençant pas au bout directement par là. Voilà. Nous continuons. Ça, c'est le résultat du prélèvement passif. Nous avions défini le prélèvement passif comme lequel, s'il nous plaît? L'actif machine de Anderson. Passif, qu'est-ce que nous avons utilisé dans le passif? Vous vous souvenez encore? Dans le passif, nous avions déposé les boîtes de pétri sur la surface. Nous avons d'abord remonté la poussière, puis nous avons finalement déposé sur la surface et nous sommes venus retirer les boîtes à pétri jour après jour, sans avoir aérosolisé chaque jour. Rappelez-vous que nous avons réaérosolisé et nous avons continué l'échantillonnage jusqu'au 20e jour. Nous les avons déposés. C'est pour cela que nous n'avons pas ici stade 1 ou étage 1, étage 2, étage 3, étage 4. Rappelez-vous que nous allons prendre ici, c'est du point de vue principalement qualitatif. Nous savons que la distribution n'est pas équitable et n'est pas une distribution standard sous la cloche. Mais voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc, nous pouvions encore aller, nous pouvions être en train d'échantillonner ici, on pouvait encore prendre ceci jusque sur plexiglas. Hein. Nous pouvons encore les avoir jusqu'au 20e jour. Assez intéressant. Maintenant, j'aimerais bien souligner une chose. Les boîtes de pétri sont bas situées dans notre enceinte où nous faisons le travail, alors qu'avec la machine d'Anderson, nous prélevons ce qui est au-dessus. Vous comprendrez bien aussi que la quantité que nous pouvons avoir peut faire que, pour ce qui est au début, nous avons des quantités très importantes, très importantes avec les boîtes à pétri, parce que ça se dépose comme cela dessus. Mais nous soulignons tout de suite que pour la machine d'Anderson, je vais rentrer là-dessus. Si vous regardez bien, ici, on est à 1 point, entre 1.8, 1.6 et 1.8. Nous allons aller regarder la machine d'Anderson. Où est-ce que nous sommes? 1.0. 1.0. Ça se comprend. Parce que regardez ici, cette taille, elle est assez grande. Vous l'avez là, c'est 1,20 m, 1 mètre au-delà, que vous avez ceci. Alors que les boîtes de pétri reposent sur la surface ici en bas, alors que les autres, nous allons pour essayer de pouvoir récupérer ce qui est suspendu en l'air. J'espère que je me fais comprendre sur ces principes-là, et que si nous le comprenons comme ça nous permet de pouvoir gagner. Courons assez vite pour essayer maintenant. Je n'ai pas amené les résultats du cuivre séparé parce que c'est beaucoup de graphes. Je préférais résumer en mettant la comparaison. Eh bien, quel traitement avons-nous ici? Vous pouvez le lire, même si c'est en anglais, c'est facile à comprendre. Ici, nous sommes en train de faire la comparaison entre le cuivre et plexiglas. Au niveau 5 et au niveau 6. Niveau 5, c'est quoi? Niveau 5, c'est quoi? C'est branche terminale. Oui. Et niveau 6, c'est quoi? Alvéole. Rappelez-vous que c'est à ce niveau-là que nous allons voir dans les lobes, nous allons regarder ce qui entre dans les lobes. Nous avons la tuberculose qui va aller se former. C'est dans ces zones-là que nous allons essayer de retrouver ça. Donc, l'attention particulière a essayé de regrouper les deux ensemble. Des zones assez intéressantes. Alors, rappelez-vous, nous avons toute notre oxygénation dans cette zone-là. C'est à ce niveau-là que nous avons ces échanges gazeux sévères-là.
Donc, on peut avoir des problèmes et des difficultés. Alors, si nous regardons très bien, je vous ai déjà dit qu'en verre, c'est sur plexiglas. C'est toujours avec la machine d'Anderson. Et ici, c'est avec la présence du cuivre. Rappelons-nous très bien que le cuivre a la propriété de pouvoir réduire et détruire la quantité. Au fur et à mesure que nous sommes en train de retourner la poussière là, de la retourner, le contact avec la surface de cuivre va augmenter. Et le fait de traîner là-bas, à l'intérieur, le contact va encore être davantage. Mais rappelez-vous que si un microbe est en canopie, il faut qu'on détruise ce qui est en bas de lui pour que la surface puisse être en contact avec le cuivre. Mais ce contact avec le cuivre ne pourrait pas arriver intimement avec les bactéries s'il y a quelque chose qui empêche ce contact. D'où, même si on a une surface de cuivre, c'est important de pouvoir nettoyer régulièrement cette surface de cuivre, quoique nous savons bien que le cuivre lui-même, il se recouvre d'une couverture verte, et même verte, c'est quand vous savez voir que ça s'est accumulé pendant longtemps, d'oxydant qui permet de prévenir une oxydation ultérieure du cuivre. C'est une des propriétés du cuivre, c'est que le cuivre se conserve pendant longtemps. Quand il a oxydé sur sa surface, ce revêtement-là va faire que cette couche qui s'est posée va pouvoir prévenir une oxydation ultérieure rapide. Mais nous devons dégager tout ça, je dis bien la poussière qui est dessus, pour pouvoir permettre le contact avec les microbes qui vont tomber. Alors, là, ici, il faudra noter tout de suite que ici, là où nous avons mis des astérisques, c'est là où nous avons réalisé que la différence était significative durant les 2 premiers jours entre le cuivre et le plexiglas. Ce que nous avons eu à récolter, la différence était significative durant les 2 premiers jours. Non seulement lié un tout petit peu à la quantité qui est prélevée, mais aussi à l'effet du cuivre dessus sur les microbes, parce que ces microbes vont être réduits. Qu'est-ce que nous faisions? Nous allons pouvoir remonter la poussière, aspirer. On remonte la poussière, on aspire. Chaque fois qu'on remonte la poussière, on va pouvoir regarder après combien de jours c'est resté là-dedans et que ça a dû survivre dans ce milieu. Quand ça devient difficile de pouvoir prélever avec la machine d'Anderson, c'est normal aussi qu'on trouve que la différence ne puisse pas être significative. Ici, à partir du jour 3, la différence n'est pas significative parce que rappelez-vous probablement que ce que nous piquons de l'autre côté n'est pas, c'est presque les mêmes quantités parce que nous n'arrivons pas à remonter suffisamment jusqu'en l'air. Mais au moins, on sait en remonter jusqu'à un certain niveau parce qu'on arrivait quand même à en piquer. On est arrivé à en piquer. Mais la différence n'a pas été significative entre le cuivre et le plexiglas. Je me reprends. La différence à partir du 3e jour n'a pas été significative entre la surface de cuivre et la surface de plexiglas. Probablement, cela est lié tout simplement du fait que les quantités qui sont récoltées lorsque nous faisons une réaérosolisation ou une resuspension de ces particules, ce sont presque les mêmes. Mais au début déjà, nous voyons un peu cette différence qu'il y avait entre les 3 premiers jours, les 2 premiers jours, entre le cuivre et le plexiglas. Mais regardons l'allure de cette courbe. La manière dont cette chute se fait. Regardez ici, l'inclinaison qui est là, entre le cuivre et la pente entre le plexiglas qui est là et le cuivre. Cette pente est abrupte. Dans le cuivre, c'est descendu de façon abrupte pour nous montrer un tout petit peu l'effet du cuivre là-dessus. Et le cuivre, effectivement, a des propriétés réductrices en ce moment-là de la charge microbienne dans un environnement lorsque, à ce moment-là, il vient en contact avec ces germes. Nous allons continuer. Alors, nous avons essayé de regrouper ici de nouveau la comparaison entre le cuivre et le plexiglas. Nous avons tout mis ensemble, sauf les 3 dernières étapes qui sont alvéole et bronchiole terminale, ou les branches terminales. Avec votre autorisation, vous pouvez voir exactement la même chose. Au premier jour, entre le premier jour et le 2e jour, la différence est significative, mais regardez, cette pente abrupte qui est là pour le cuivre est tout à fait intéressant, alors que pour le plexiglas, c'est légèrement, c'est lent. La charge
Donc, ici, avec le cuivre, ça nous permet de pouvoir dire effectivement que le cuivre agit quand même et cela nous permet de faire. Mais pour le plexiglas, c'est assez difficile de pouvoir faire la comparaison un peu plus tard parce que la différence n'est pas significative, probablement due à l'intervention de plusieurs facteurs dont certains ont été énumérés ici. Alors, avec votre autorisation, nous allons regarder ici. Celui-ci, c'est lequel? Eh bien, nous avons essayé de pouvoir mettre le tout ensemble pour Anderson et on regarde un peu comment est-ce que cette différence est significative. Je crois que nous avons déjà eu un peu cette allure qui nous a été donnée antérieurement et que nous reprenons encore ici pour montrer ici que la différence n'a pas été significativement, statistiquement significative après le deuxième jour, mais avant ça. Ici, nous avons pris l'ensemble de tout ce que nous avons comme prélèvement que nous avions fait. Tout mis ensemble. Pour tout A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Alors, avec votre autorisation, permettez-nous un peu de pouvoir faire cette belle comparaison qui arrive maintenant. Parce qu'elle est aussi intéressante, celle-ci. Ici, nous avons utilisé le passif. Le prélèvement passif, vous regarderez tout de suite que de la même façon que nous avons eu, la différence a été significative pour le passif jusqu'au 8e jour, alors que vous regardez la quantité pour des germes qui ont été capturés est faible dans le milieu cuivré plutôt que dans le milieu à plexiglas. Alors, on va vite maintenant essayer de pouvoir chuter pour la présentation en nous disant ceci. Nous avons pris quand même ces quantités. Nous les avons prélevées jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'au jour 9. Nous avons essayé de pouvoir les comparer. Et c'est assez intéressant. Ce qui se présente, c'est que ici, l'effet de traitement que nous avons eu à faire, c'est un détail que je n'ai pas donné. Nous avons eu à faire 3 répétitions. Pourquoi nous avons pris les moyennes? Quand nous allons réaérosoliser la première fois, nous prélevons. Nous allons encore attendre. Nous allons réaérosoliser et attendre encore. Et puis, les comparaisons vont pouvoir se faire durant les 3 jours comme ça. C'est ce qu'on a les différentes moyennes. Alors, nous avons eu à comparer. Si vous regardez là, c'est plexiglas, ici c'est cuivre. Au premier jour. Et la réduction a été de 43%. La réduction comparée cuivre par rapport au plexiglas. Deuxième jour, 45,79. Et puis, troisième jour, ainsi de suite, et nous sommes en train d'aller. Éventuellement que ici, au 8e jour, probablement qu'on n'a pas pu piquer. On a vu que la différence n'était pas une différence très, très grande. Et au 9e jour, nous avions eu ici, là-bas, 77,83%. Eh bien, nous avions déjà calculé les degrés de signification et nous nous sommes rendus compte que dans les premiers jours, c'est assez significatif. Une autre présentation que nous pouvons faire, permettez, je vais mettre ça, c'est celle qui nous a donné, eh bien, ces résultats des colonies formant donc Colony Forming Unit que nous avons eu aussi à faire. Ici maintenant, nous allons essayer de pouvoir comparer ici de 1 à 6 et ici, le cuivre aussi de 1 à 6. Et puis, nous avons comparé entre eux de 5 à 6 que vous connaissez très bien et sur lesquels nous avons travaillé pour voir un peu comment est-ce que les choses se présentent. Les quantités de microbes qui ont été capturés. Vous vous rendrez compte tout de suite que ça n'a pas été facile de pouvoir les capturer au niveau 5 et 6, même quand nous avons eu du cuivre ou du plexiglas. Ça, c'est un élément très important pour nous montrer que tout ce que nous avons fait comme travail, nous montrer qu'il n'est pas non plus facile par rapport à la concentration des microbes qui se trouvent dans un environnement donné, de pouvoir les attraper même quand nous utilisons la machine d'Anderson.
Mais il reste toujours valide que l'utilisation de la machine d'Anderson par rapport à un environnement comme celui-là, quand on veut faire les choses de façon précise, c'est la machine d'Anderson qui est tout à fait indiquée. Alors, permettez-moi un peu de pouvoir parler de la comparaison du passif, les passifs entre eux. Rappelez-vous que pour les passifs, nous n'avons pas eu à mettre des boîtes, nous n'avons pas eu à mettre des étages. C'est des boîtes de pétri simples. Et vous vous souviendrez tout de suite, ici, nous ne savons pas nous expliquer le pourquoi ici, chez le passif, le cuivre s'était élevé. Est-ce un fait de hasard, tout simplement? Nous ne savons pas nous expliquer, nous n'avons pas trouvé de raison pour lesquelles c'était aussi élevé que ça. Mais vous regardez tout de suite que les choses sont retombées très vite. Et on ne pouvait pas prélever aussi facilement. Parce que vous vous souviendrez, nous avions dit que les germes tombent aléatoirement. Et on n'est pas très sûr de là où ils vont pouvoir tomber. Ça, c'est une première réflexion que nous faisons par rapport donc à ces différents prélèvements. Je voudrais même arrêter par ici pour que nous puissions entrer dans un jeu de questions-réponses, comme j'avais dit que la discussion va venir un tout petit peu après, entre nous, pour savoir techniquement parlant, qu'allons-nous retenir parce que le temps est en partie, il faut donner le temps pour la discussion. Je vais replacer ces plages un peu plus tard, mais j'aurais aimé qu'à ce stade, avec ce que nous avons entendu, que nous pouvons attraper, nous pouvons réaérosoliser le Mycobacterium sphygmatis et qu'il reste encore viable jusqu'autour du 20e jour, et que dans la comparaison avec le plexiglas et le cuivre, il nous a été très clairement démontré que le cuivre a quand même un effet réducteur dans les conditions dans lesquelles nous avons travaillé. Avant de pouvoir poser la question ou entendre les questions venant des uns et des autres, j'aurais aimé que chacun d'entre nous est en ligne présentement. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Parce que vous lisez un papier comme ça qui vous arrive, les choses sont là. Quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre par rapport à ces résultats? Professeur Ali, je crois que c'est le moment que je vous remette la parole pour qu'on voit les réactions des uns et des autres et éventuellement, après, on va essayer de répondre aux questions que chacun se pose. À vous. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cet exposé, mais aussi un exercice pas facile pour les non-habitués à ce genre de travaux de recherche typiquement de laboratoire. Je vous remercie aussi pour cet effort de rendre les choses difficiles compréhensibles. Et c'est là où, je pense, dans un entretien quelques jours avant la date d'aujourd'hui, j'ai souhaité moi-même qu'à partir de ces résultats et les recommandations, à partir de ces résultats, que nous ayons, par exemple, un modèle, une vidéo qui montre aux gens, par exemple, on ne doit pas, en faisant le lit, bouger les draps ou les couvertures d'une telle façon qu'on puisse soulever les poussières. Nous aimerions voir cet exercice d'arrangement du lit de telle façon et non pas de telle autre. Ce sont des choses pratiques qui auraient des retombées dans les structures sanitaires, mais pourquoi pas aussi à domicile. J'ai souhaité que vous puissiez aujourd'hui, si c'est possible, donner ces exemples, ces recommandations en fonction du lit ou d'autres choses. Alors, nous allons passer la parole aux participants pour donner
leurs apports en termes de commentaires, mais aussi poser des questions pour ceux qui n'avaient pas été bien compris auprès du docteur Valérie. Merci. À vous la parole, chers participants. Oui, professeur, j'apprécie fortement les commentaires que vous venez de placer. Je crois que nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice avec les uns les autres où nous projetons des vidéos et systématiquement des vidéos qui nous montreraient les meilleures pratiques, oui, les meilleures pratiques qui nous permettraient de pouvoir notamment comment est-ce qu'on fait le lit. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Nous sommes obligés de passer à cette phase des choses où nous mettons les choses de façon pratique et nous-mêmes nous tournons les vidéos si nous ne savons pas les avoir en ligne pour pouvoir partager. Par exemple, lorsque un technicien de surface arrive le matin, comment est-ce que nous répartissons son travail de façon à ce qu'il puisse faire le travail sans prendre lui-même des risques d'exposition assez élevés ou s'exposer lui-même davantage? Et où il peut éviter d'exposer le patient par rapport à ce qu'il pose comme acte, de façon à ce que la PCI puisse être vécue activement. Pour chaque chose, nous discutons et nous montrons ce qu'il faille faire. Parce que si nous ne faisons pas ça de cette façon, nous resterons dans des choses suffisamment théoriques comme ça et qui ne mûrissent pas la pratique des uns et des autres. Parce que, en attendant qu'il y ait la création des centres d'impulsion pratique de la PCI, je parle spécifiquement de la RDC, avant qu'on puisse avoir la création de ces différents centres. Je sais que l'expertise en PCI congolaise ambitionne de faire énormément de bonnes choses et nous allons y contribuer. Donc, nous allons essayer de pouvoir donner cela de l'une de votre manière. Peut-être présentement, vu le temps qui est là, parce que la projection de la vidéo pourrait nous prendre peut-être quelques 3-4 minutes, mais j'aurais aimé d'abord écouter les questions qu'on répond et puis peut-être une séance pratique avec votre autorisation, professeur. Nous pourrons faire cela de cette façon-là. À vous. Allons-y, docteur Valérie. Et la parole est aux participants. Merci. Il y a Nana qui a la main levée. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons, maman. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la parole. Je voulais juste poser une question, juste pratique, quoi. Donc, je dirais ceci. Bon, une fois, il m'est arrivé pendant l'exercice au travail, j'étais dans un hôpital où, en entrant, j'ai trouvé les techniciens. Bon, dans la salle où il y avait, dans une salle où était, j'ai trouvé de bébés, donc c'était dans la maternité, je dirais. Il y avait des toiles d'araignée presque partout. Mais quand j'ai demandé à la technicienne de surface que non, pourquoi tout ça? Elle m'avait répondu ceci, que non, je ne sais rien faire ici parce qu'il y a des enfants. Comme il y a des bébés, je ne sais rien faire. Alors, je m'aimerais savoir, dans des cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la maternité, c'est presque chaque jour où vous trouvez des bébés. Alors, faut-il attendre quand il n'y a plus de bébés pour nettoyer ou bien il faut les faire sortir pour les faire? S'il vous Comment plaît, s'y prendre? Nana, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Oui, merci beaucoup. Je disais ceci. Il m'est arrivé une fois de visiter un hôpital et j'étais là dans la maternité. Alors, arrivé là-bas, j'ai vu remarquer qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignée et la poussière au-dessus du plafond. Et j'ai demandé à la technicienne de surface pourquoi cette salle n'est pas nettoyée ou bien arrangée parce qu'il y a des toiles d'araignée au moment où il y a des enfants.
il y a des bébés, des nouveau-nés, tout ça. Et la technicienne m'a dit ceci. Elle ne sait pas les faire parce que la maternité, c'est tous les jours occupé. Il y a deux bébés, alors elle ne sait pas les faire. Donc, ils sont obligés de rester comme ça, avec ça. Donc, de laisser le toit d'araignée et au moment où il y a des bébés là-bas dans la salle. Alors, moi, ma préoccupation est la suivante. Dans des cas pratiques où vous arrivez, où vous trouvez une salle pareille, qu'est-ce qu'il faudrait faire si c'est la maternité? Il faudrait faire sortir le bébé, nettoyer la salle ou bien attendre jusqu'à ce que les jours où la salle serait vide, alors ça dépend aussi des fréquences d'accouchement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup pour cette question intéressante. Professeur, j'aime ça. Nous allons demander au docteur Valérie d'y répondre ou si parmi les panélistes ou les autres participants, parce que c'est un lieu d'échange ici, ils peuvent aussi contribuer à répondre. Docteur Germain, je vous passerai la parole après la réponse à cette question. Docteur Valérie. Professeur, j'aime. Ça, c'est très pratique. C'est de la réalité de chez nous. C'est la réalité des milieux à ressources limitées. D'abord, c'est très important de savoir est-ce que l'infrastructure répond aux normes de construction qui permettra à ce qu'on puisse mettre les mesures PCI. J'entends par là, est-ce que les surfaces sont nettoyables? Parce que si les surfaces sont nettoyables, il n'y a pas de problème pour pouvoir arriver à faire ça. Je rappelle bien avant d'adresser ça spécifiquement. Dans tous les pavillons tels qu'ils se présentent, il est très important d'avoir le nettoyage de routine et un nettoyage profond. Par exemple, toutes les 2 semaines, je donne un exemple, j'étais en Irak où j'ai dû travailler et là-bas, nous avions, c'est dans un hôpital de chirurgie, un hôpital de malunions et des unions des fractures avec des infections aux bactéries multirésistantes. Ce qui se faisait, c'est qu'en dehors du nettoyage de routine qui se fait, nous déplacions les malades, nous créons un espace pour les déplacer afin de les mettre quelque part. On fait un nettoyage de fond. Il est interdit d'aller faire le nettoyage, d'enlever tout cela tant que les nouveaux-nés sont là. Ils sont fragiles et cela n'est pas bien. On devra créer un espace pour pouvoir accommoder ceux-là. Ce qui s'est fait, par exemple, en Irak, nous avons construit une tente dehors à côté. Nous avons amené le lit là-bas. Temporairement, les patients sont restés dans la tente. Nous avons fait le nettoyage de fond en comble à l'intérieur de l'hôpital de conteneurs que nous avons eu à monter là-bas. Et en ce moment-là, les espaces sont rentrés propres. Donc, il est d'une urgence de pouvoir s'occuper, de pouvoir nettoyer cela parce que les poussières qui sont tombantes ont des microbes qui viennent deux fois de la toiture, qui viennent deux fois du plafond, parce qu'il y a toujours des toiles d'araignée. Quand une araignée se promène, elle secoue cette toile-là et vous pouvez avoir des débris de poussière qui retombent. Le nettoyage des incubateurs, le nettoyage et désinfection des incubateurs sont des choses qu'il faut faire routinièrement et c'est très important que quand un bébé a été libéré de l'hôpital ou qu'il en est sorti probablement par une issue fatale, nous sommes obligés de faire un nettoyage de fond en comble de cet incubateur. Et les normes et la manière de le faire sont connues. S'il faille que nous puissions les écrire et les partager, eh bien, ça dépendra aussi de ce que nous avons dans cet environnement. Et on met en ce moment-là un horaire de nettoyage avec des fiches où nous tiquons pour pouvoir marquer le contrôle que ici ça a été fait, là-bas ça n'a pas été fait. Professeur, voilà comment je peux répondre à cette question. Probablement que d'autres collègues pourraient renchérir. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette précision. Je vais passer la parole. Docteur Germain, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette excellente présentation. Effectivement, c'est vraiment très enrichissant et je remercie docteur Nanou d'avoir posé cette question pratique.
Et pour paraphraser le professeur, donc, je voudrais voir quelles sont dans les recommandations, quelles sont les choses pratiques qui pourraient être utilisées à partir des résultats que vous avez présentés sur ce travail, qui pourraient être présentés ou qui pourraient être partagés en pratiquement en milieu hospitalier ou même à domicile, des personnes qui sont atteintes de la tuberculose. Bien, alors j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport aux caractéristiques du Mycobacterium que vous avez utilisé. J'aimerais savoir s'il est aussi, comme le Mycobacterium tuberculosis, alcoolo-acido-résistant ou non. Je sais qu'il se reproduit rapidement, mais s'il résiste aussi autant à l'alcool pour la désinfection que les acides. Ça, c'est la première. Et la deuxième question, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez présenté cette aérodynamie des poussières. Mais cependant, j'ai une question que tout le monde se pose. Quand on a ouvert les tombeaux, je ne sais pas de quel pharaon, il y a donc au 19e siècle, les toutes premières personnes qui ont ouvert ce tombeau ont été infectées. Et on s'est rendu compte plus tard, en faisant les analyses anatomopathologiques, que ce pharaon serait décédé de de la tuberculose. Et ça, des milliards d'années. Pas de milliards, pardon, des milliers d'années. Et on a pu mettre en évidence la bactérie qui était encore assez active. Donc, c'est pour dire que le Mycobacterium tuberculosis, je reviens à la première question, il est très résistant et peut rester longtemps dans la poussière. Pouvez-vous confirmer ce que je viens de dire ou quelle explication pourriez-vous avoir par rapport à cette anecdote que les personnes qui avaient ouvert les tombeaux, ils se sont retrouvés dans un milieu qui était fermé pendant longtemps et ils ont été infectés, peut-être probablement par la tuberculose. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci beaucoup, professeur. À vous, au revoir. Merci, docteur Bokassa. Docteur Valérie. Ah, je la prends par la queue. Et moi, ça, j'aime. Au fond, nous l'avions dit lors de la séance passée que c'est une des questions que des professeurs se posaient. Au fond, la promotrice de ce travail ici m'avait appelé pour dire, bon, voilà les questions que nous nous posons. On est des médecins, on est des profs et tout, mais on est en train de discuter. Moi, je pense qu'on peut bien réassocier le Mycobacterium tuberculosis. Et il y en a qui n'acceptent pas. Est-ce que tu peux essayer de faire ça? Elle m'a partagé l'idée. Je lui ai dit, bon, je vais faire le setup. C'est ainsi que j'ai dû faire 7 en 7. Je lui ai expliqué ce que moi je pensais faire. J'ai fait tous les setups et elle a dit qu'elle pouvait m'obtenir la machine. Effectivement, c'est le pharaon Toutankhamon, Toutankhamon II, je crois. Oui, nous l'avions, c'est vrai, ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est pour ça que les gens se sont posé la question, comment ont-ils été contaminés? Effectivement, ça venait des poussières, de la manipulation des sarcophages de Toutankhamon. Donc, le Mycobacterium tuberculosis peut rester pendant longtemps. Et surtout dans ces conditions de sombre et d'une certaine humidité, une certaine hygrométrie, il peut rester longtemps et résister. D'où cette question de se poser, qui s'est posée, est-ce que nous pouvons le réaérosoliser? Il reste à répondre si nous pouvons extrapoler ça de l'autre côté vers Mycobacterium tuberculosis. On ne dit pas totalement parce qu'il faut le prendre lui spécifiquement parce qu'on ne sait pas si certaines de ces variantes en lui peuvent faire qu'il ne puisse pas survivre avec son impact sur le milieu nutritif utilisé pour la culture. Donc, effectivement, ce que vous dites est une vérité et c'est de là qu'on est parti en se posant ces questions. Ça a été une des questions pour laquelle moi-même, à laquelle je devais répondre en faisant ces simulations que nous sommes dit c'est possible qu'ils aient reçu cela du fait de la manipulation de ces cadavres de Toutankhamon II. Oui. Maintenant, il se pourrait que Mycobacterium, probablement, avec le temps, lui a dû perdre. Il n'a pas
acido-alcoolorésistance qui est connue du Mycobacterium tuberculosis. Il se pourrait que lui, il l'a perdu avec le temps, c'est des hypothèses qui sont mises. Oui, oui, voilà un peu. Mais merci, docteur Valérie. Je voudrais dire aussi que tous ces chercheurs, tous ces gens qui sont allés dans les pyramides, comme dans des grottes, ainsi de suite, se sont retrouvés morts des années après. Ce n'est pas toujours la tuberculose, mais il y a aussi des contaminations par des champignons qui se développent dans ces milieux souvent humides, où il y a des chauves-souris qui vivent là-bas, ainsi de suite. Donc, il y a aussi les champignons qui peuvent contaminer les gens et provoquer des affections pulmonaires. Voilà ce que je voulais ajouter à cela. Nous allons passer, nous avons encore quelques 2 minutes avant de clôturer. Alors, je demande au docteur Valérie, est-ce qu'il a une vidéo à projeter ou pas? Et s'il a préparé quelque chose, on peut accorder encore quelques minutes pour que la démonstration puisse se faire. Je ne la prendrai pas avec moi-même. Avec moi-même, ça viendra. Pour la simple raison que je me suis déplacé de là où j'ai fait habituellement. Pour d'un voyage que j'ai fait cette présentation, mais je vous en fais quand même une maintenant, professeur. Le temps que je puisse la monter, j'espère que je réussirai à la partager. Merci beaucoup, docteur Valérie. Si nous n'avons plus des questions ou des apports, nous allons encore une fois remercier docteur Valérie pour sa brillante ou ses 2 brillantes présentations le vendredi passé. Et j'annonce que la semaine prochaine, le docteur Bokassa Germain nous fera part de sa communication sur les épidémies de tuberculose dans le monde et les leçons à tirer. Je vais tenter de voir, on va voir si le son va sortir, parce qu'il est important de pouvoir avoir tout le son au complet. Oui. Il me semble que le son n'y est pas. Bon, regardons d'abord ce qui se fait. J'espère que le son pourra venir. Vous avez le son? Oui, oui. Bon, continue. La leçon est partie. Il n'y a plus de son. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Je vais essayer de partager le son. Video setting. Non, ça c'est chez moi. Ça peut être environnemental, mais je vais pouvoir répéter. Est-ce que vous entendez elle dit elle débarrasse? Elle Non. débarrasse d'abord cela.
Non, le son n'est pas toujours là. Vous voyez ce qu'elle fait? Oui. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire parce que déjà, ses habits, elle ne s'est pas couverte elle-même de quelque chose qui doit la protéger. On ne va pas jeter le sale sur le sale. Elle a porté le linge contre elle-même. Je l'avais souligné déjà. Elle a ramené le chariot du linge sale à l'intérieur de la salle pour pouvoir déjà séparer. On ne met jamais rien au sol. Maintenant, refaisons le lit. Les gants et les tabliers sont retirés, les mains sont désinfectées. Donc, elle a enlevé ce qui a été infecté avant. Si vous regardez, elle n'a pas secoué. Elle va faire la technique au lit carré pour essayer de pouvoir faire les, les coins de lit. Là, c'est un linge neuf qu'on a amené. Elle va faire les coins. Si vous regardez, elle a utilisé les paumes des mains pour les rouler en dessous sur le sommier. Parce que si on met les dos des mains, il y a la peau qui est fragile, on risque de se blesser. Je peux revenir là-dessus parce que c'est important ce geste que cette dame-là vient de poser. Regardez ce qu'elle va mettre en dessous. Ça ne sera pas le dos, mais ça sera la paume parce que la peau est résistante. Il y a plusieurs manières de faire les coins. Regardez attentivement. C'est les paumes des mains qui vont aller contre la surface. Voilà. Important. On va mettre la lèse. Cette manière de secouer, la lingerie sale, quand vous la retirez, on ne fait pas. Mais celle-ci est une lingerie propre, mais il faut tirer attention. Vous pouvez l'ouvrir progressivement. Mais quand c'est une lingerie sale, les risques de pouvoir amener les microbes sur soi, cela est interdit. Vous voyez, ce qu'elle a fait ne se fait pas. La main, la paume de main doit être celle-là qui vient au contact avec le sommier, le plancher du lit. Terminons par l'oreiller.
On va glisser dans la tête d'oreiller. Je ne sais plus si c'est le thé ou la tête. Le thé d'oreiller, je ne sais plus. Vous voyez l'inconfort, le lit est trop haut. La mise en danger par le risque de chute, l'incapacité d'appeler. Donc, nous, comme personnel de santé, nous devons prévenir toutes ces choses. Voilà, professeur, c'est un peu donné de cette façon, avec des erreurs qu'il faille corriger. J'espère bien que nous pourrons avoir la préparation de tout cela ensemble, les uns les autres, pour avoir des vidéos qui vont pouvoir servir notre communauté. À vous, professeur, et merci. Merci, docteur Valérie, pour cette documentation. Je remercie tous les participants et particulièrement le docteur Valérie qui est intervenu aujourd'hui, mais nous n'allons pas oublier Madame Kanika de Eco India qui nous permet tous les vendredis d'arriver chez vous et aussi de passer le message de prévention et contrôle des infections que nous avons. Merci et bonsoir chez vous selon les différents horizons. À la prochaine, ce sera le vendredi prochain. Professeur, le travail sera partagé. Il y en a qui l'ont demandé. Je vous l'enverrai pour qu'il puisse être partagé avec les uns et les autres, ou peut-être même l'un ou deux des articles, ou un article qui a été présenté. Je vous en prie, merci. Merci. Et donc, tous les travaux, toutes les présentations peuvent être suivis sur notre chaîne YouTube, SCPCI YouTube. Pascal peut renvoyer encore dans le groupe l'adresse SCPCI YouTube pour que ceux qui désirent avoir de communication passée puissent les chercher à ce niveau-là. Bien, merci et une fois de plus, au revoir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et à tous. Merci.